Aujourd'hui, le Grenier Jean-Teny a le plaisir de recevoir pour vous Tatiana Guerkens pour Incandescence paru chez Bleu d'encre en 2022. Un entretien mené pour vous par la remarquable Édith Henry. Aux lectures, l'autrice et son intervieweuse. Eh bien voilà, je vous remercie d'être tous ici présents. Et puis je suis ravie d'être à nouveau parmi vous et surtout ravie d'avoir cet entretien avec Tatiana Guerkens. Avant toute chose, Tatiana, est-ce que tu m'autorises à te tutoyer? Faisons les choses. Tu hésites? C'est quand même beau aussi, le vouvoiement. Non, mais d'accord. D'accord. Eh bien voilà. En fait, tu es autrice, écrivaine, poétesse, metteuse en scène, danseuse. Ça fait pas mal de casquettes et toutes plus intéressantes les unes que les autres. Mais aujourd'hui, c'est en tant que poétesse que j'ai cet entretien avec toi. Alors tu écris. Je crois que tu écris, mais je suis même certaine que tu écris depuis que tu as croisé la route des mots. Mais que ce soit ceux de Colette, ceux de la comtesse de Ségur, parce qu'étant plus jeune, je me souviens que tu avais dû faire la mise en scène des malheurs de Sophie. Oui. Très bien d'ailleurs. Et puis, tu as grandi, tu as participé à pas mal de concours, dont 2 importants, Liège, Zunzotter, que tu as gagné 2 fois de suite, le concours Mont-Blanc, magnifique stylo, et puis tu as terminé un cursus complet en danse et en piano à l'Académie de Forêt. Et je précise ceci parce que je vais y revenir par après. Enfin, tu as participé à une revue qui, elle, est vraiment très chère à mon cœur. C'est une revue liégeoise, Le Chalut, et qui était tenue par une poétesse liégeoise, Maggie Tirititeux. Et dans cette revue écrivait Patrick Deveau, oui, Carole Logiste, oui, et alors Luc Baba, Nicolas Ancion, toi-même, et bien d'autres encore. Et puis tu as mis en pratique ta connaissance des arts du spectacle pour pouvoir participer à des scènes slam, des improvisations, des émissions radio. Et enfin, en 2022, tu publies ton premier recueil de poésie aux éditions Bleu d'encre. Et ce premier recueil de poésie a été illustré par Stéphane Lejeune. C'est une illustration que je trouve splendide, aussi limpide et lapidaire que le sont tes mots. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu as peut-être quelque chose à ajouter à cette présentation qui est loin d'être exhaustive? Je le rappelle. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, mais c'est très bien, non? Alors, je te pose la première question et elle me brûle les lèvres. Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de publier ce premier recueil? Est-ce que ce serait par hasard pour donner raison à Marina Tsvetaeva qui dit « Chaque chose doit resplendir à son heure ». Ou bien, partons plutôt sur les Grecs qui disent « Il y a un kairos ». Et le kairos, c'est ce qui doit advenir advient au moment où c'est son moment. Voilà. Alors, vas-y. Alors, Marina Tsvetaeva a tout à fait raison. Chaque chose doit resplendir à son heure. Et je pense qu'elle terminait avec le regard qui est porté sur cette personne. Et évidemment, c'est plus complexe que cela. Je pense que j'avais... Et je porte encore en moi une ambivalence par rapport à la publication. Et ce recueil n'était pas destiné à être publié du tout. Il a été écrit il y a longtemps et je pense qu'il aurait pu rester encore dans un tiroir si Claude Donnet, l'éditeur de Bleu d'encre, n'était pas venu vers moi. Donc j'ai parfois la sensation que quelque chose s'est fait parce que ça devait se faire et que cette fois, je n'ai pas fermé la porte. Parce qu'il m'est arrivé d'avoir des portes qui s'ouvraient et je les ai un peu fermées parce que j'avais peur. J'avais terriblement envie que mes mots puissent voyager et rencontrer.
des personnes, mais en même temps, ça me faisait peur. Parce que notamment, ce recueil est très personnel. Et autant dire que quand il a été publié, imprimé, je suis passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel émotionnel, et pas toutes les plus belles non plus. Et donc, ça a été vraiment la sensation d'un accouchement. Donc voilà, donc pour moi, oui, c'était un désir paradoxal. Et j'aime beaucoup ce mot, parce que je vais reprendre les mots de Fanny Ardant, qui est une lectrice que j'aime énormément, et qui disait que ce qu'elle aimait dans l'être humain, ce sont ses contradictions, ses paradoxes. C'est ça qui fait la richesse d'un être humain, c'est qu'on est fait de contradictions. Et je crois que lorsque ça touche en tout cas pour moi, à l'écriture, je suis vraiment pétrie de contradictions. Parce que d'un autre côté, je vais les lire à haute voix, publiquement. Et c'est parce qu'en fait, ce recueil, il a d'abord existé sur une scène. Il a d'abord existé sur une scène avant d'être publié. Et c'est en ayant les retours des gens dans le public qui venaient me remercier, qui venaient me dire « Mais tu as exactement dit des mots que moi, je ne savais pas exprimer et je ressens ça. » Et là, je me suis dit c'est ça aussi, l'écriture, c'est le partage, c'est... Et dès le moment où c'est publié, ça ne m'appartient plus, en fait. Et donc, c'est pour cela que j'ai du mal à expliquer un poème, parce que pour moi, la personne qui va le lire, tout sera juste. Hélas pour même toi, si parfois, hélas pour toi, oui. tu vas devoir quand même en passer par certaines explications. Je suis vraiment désolée, parce que ça, je vais fortement insister. J'avais essayé d'introduire la chose. Non, mais c'est raté. Alors voilà, incandescence. Alors pour moi, ce mot, ça veut dire porter vraiment son écriture au maximum de sa combustion et générer de la lumière. J'aime bien cette idée de lumière. Mais ça, c'est mon interprétation. Alors pour toi, ce mot d'incandescence, qu'est-ce que tu y mets finalement? En 2 mots. En 3 mots également, si tu veux. Ce qui ne s'arrête jamais de brûler. Voilà. D'accord. Donc, c'est beau, oui. Et ça fait mal. Oui. D'accord, voilà. Ça va. Alors, j'en reviens à ce titre. Parce que je pense que le titre et la couverture d'un livre sont 2 choses importantes. Parce qu'en fait, c'est le premier contact qu'a le lecteur avec l'œuvre. Alors, je voulais savoir si ce mot d'incandescence, qui est quand même très puissant, est-ce que tu l'as trouvé au départ comme une étincelle, reprenons l'idée du feu, ou bien plutôt en fin de parcours, et là, ce serait plutôt comme la quintessence de tout ce que tu as écrit? En fin de parcours. En fin de parcours. Puisque je ne voulais pas le publier. donc forcément, je me suis dit, il faut un titre. Voilà. Et c'est un de mes poèmes qui a donné le titre. Qui a donné le titre de ton recueil. Et le titre du spectacle, c'était quoi alors? En fait, je faisais du slam, donc je prenais parfois des poèmes et je les disais, donc il n'y avait pas à ce moment-là de spectacle. Pas de thème, finalement. Non. Alors bon, en début de ton recueil, tu as mis 2 exergues. Oui. De 2 poétesses que moi, personnellement, je trouve sublimes. Marina Tsvetaeva et Alexandra Pizarnik. Alors, je vais vous lire les 2 exergues. D'abord Marina, et puis Alexandra. Ma dernière cendre sera plus chaude que leur vie. Et Alexandra, comment puis-je me sortir les veines et en faire une échelle pour fuir à travers la nuit? Magnifique. Ce sont 2 sœurs de feu, oui. Indiscutablement. Mais est-ce que tu as mis ces 2 exergues comme des avant-goûts de ce que tu allais écrire, ou plutôt comme des balises? Parce que quand même, ces 2 poétesses ont eu des destins qui étaient quand même funestes. Alors, en avant-goût? En balise? Peut-être les 2, mais pour moi, il y avait une évidence de les citer. Elles font partie de mes poétesses préférées. Alexandra Pizarnik, voilà, elle est greffée en moi. Et j'ai envie de dire, je ne le fais pas exprès, mais il se fait que j'ai beaucoup de poétesses que j'aime. Et la plupart ont mal terminé. Donc c'est vrai que parfois ça m'a un peu inquiétée. Mais voilà, j'essaye de ne pas avoir le même destin. mais c'est vrai que ce qui m'attirait, c'était cet absolu que je porte en moi aussi.
Et rien que le fait d'entendre ces vers que tu viens de prononcer, ça me crée une émotion en moi terrible. Ah oui, parce que ce sont des femmes, je parle de femmes, mais j'ai des poètes, bien sûr, que j'adore aussi, et que je pourrais citer après, mais pour qui l'acte d'écrire était un acte de vie et de survie. C'était juste quelque chose de tellement immense que ça les traversait, que ça les déchirait, et qu'elles ne réfléchissaient pas, je pense, à est-ce que ça va être beau. Bien sûr qu'il y a une recherche, mais c'était une authenticité et un cri. Et donc ça rejoignait quelque part mon recueil, puisque pour moi ça a été de l'ordre de la survie, en fait, aussi, d'écrire. Eh bien, je vais te demander de lire peut-être le poème page 44, parce qu'en fin de compte, il ne faut pas me croire sur parole en disant que c'est une sœur de feu. Je pense que quand tu auras lu ce poème, on se rendra compte effectivement qu'il y a une grande connivence avec Alexandra Pizarnik. Envie du sauvage sous mes doigts, écorcher ma peau qui veut trop, et rien n'est à la mesure de ce trop. Lécher la ciguë, saigner comme une fleur, goûter l'évidence de nos plaies mélangées, me bénir de ton obscur et dormir sur les ailes des oiseaux. Je laisse un petit blanc, comme ça vous absorbez. Alors on va passer à Marina, parce que Marina, elle parle de cendres. Et dans ton cas, j'ai l'impression que c'est plus une lave. Mais la lave, c'est quelque chose finalement de très fertile. Est-ce que ce ne serait pas quelque part là où tu cherches, où tu trouves l'humus de tes mots, que tu parles de survie quelque part? C'est fertile. Oui, oui. Oui, la douleur peut être très féconde, effectivement. Et je pense qu'il y a en moi une part qui recherche toujours la lumière. Et donc c'est pour ça que ce recueil va aller vers la lumière et la renaissance et la délivrance. Et je ne peux pas m'en empêcher. Donc voilà, dans tout ce que j'écris, en général, je sens qu'il y a chouf, je vais rechercher le point de lumière. Oui, absolument. Effectivement, c'est mais ce qu'on qui peut ressent. naître de l'obscur. Exactement. Voilà. Alors, je vais te demander de lire un poème, encore un, page 60. Ce qui est bien, c'est que je ne sais plus à quoi ça correspond, les pages. Donc Il faut faire travailler quand même les poétesses. Hein. N'être rien qu'un chemin d'herbe blonde et de sang. Un fruit abreuvé de silence, l'odeur âcre du feu dans le cri des oiseaux de cendre. L'entaille invisible du cœur à l'instant de renaître. Eh ben voilà, on y arrive tout à fait. Voilà. Eh bien donc, tu as évoqué 2 poétesses. Oui. Mais moi, je voudrais savoir si il y a d'autres poètes ou d'autres poétesses ou d'autres écrivaines ou d'autres écrivains qui, à un moment donné, se sont penchés sur ton écriture. Que tu pourrais nous en dire un peu plus? Alors, je ne sais pas si se pencher sur mon écriture, parce que je ne me sens pas influencée. Non, je dis vraiment avec beaucoup d'humilité. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas employé le terme d'influence. C'est juste des rencontres essentielles à mon âme. Voilà. Et donc, oui, il y en a beaucoup. Et le problème, c'est quand on doit dire, on en oublie plein, évidemment. Mais je sais que, il y a, voilà, les 2 qui viennent d'être cités. Mais il y a aussi Marie Ougaille, qui est morte très jeune d'un cancer des os. Elle avait, je crois, 25 ans. Super. Il y a Béatrice Douvre, qui était une très jeune poétesse française avec un visage d'ange éblouissant, qui est morte à une vingtaine d'années d'anorexie. Et puis, il y a bien sûr Mireille Sorgue, qui est une poétesse, écrivaine, qui n'est connue que pour ses lettres à l'amant, donc, et qui s'est suicidée en se jetant d'un train. Elle avait 26 ans. Voilà. Et j'aime beaucoup parler de Mireille Sorgue parce que c'est la première fois, je pense, que je trouvais une écriture je ne sais plus de quelle année c'était, mais enfin, c'est pas c'est 20e siècle, mais voilà, c'est pas le plus contemporain non plus, où une femme très, très, très jeune, vraiment très, très jeune, parle du désir féminin
et parle du corps masculin, ce qui n'avait encore pas vraiment été fait. Les femmes parlent très très peu, en général, du corps masculin et du désir qui pourrait être né de cela. Et donc là, j'avais quelque chose parfois de très cru, mais d'une beauté absolue. Et de penser que c'était une femme de 18, 19, 20 ans qui découvrait l'amour et découvrait aussi l'amour charnel, c'était éblouissant, de maîtrise. Et malheureusement, voilà, elle était un peu trop dans l'absolu aussi. Mais bien sûr, il y a des poètes, René Char, et puis Octavio Paz, Ginevra Andrade, Gaston Miron, qui a fait pour moi un des plus beaux poèmes, c'est La Marche à l'amour. J'ai toujours dit que le jour où je ne serai plus là, passer la marche à l'amour, voilà, c'est ça que je veux, qui m'accompagne de l'autre côté. Et puis André Velter, qui est également un poète qui parle de l'amour, pas que. Enfin, vous avez compris que j'aime beaucoup. Voilà, j'entends parfois que parler de l'amour est ridicule et cucul à praline, ou n'est pas digne de ce nom. Eh bien, non, je ne trouve pas. Moi, voilà, ça me rencontre énormément. Je crois que c'est la chose la plus importante, en fait, finalement. Et donc, je me retourne souvent vers des poètes et poétesses, Aksinia Mikhailova, qui évoquent l'amour. Mais donc, voilà, j'en oublie. Et bien sûr, Colette, que tu as évoquée, qui a été mon grand, grand amour d'adolescence. Je l'ai découverte à 11-12 ans. Et ça a été, quand j'ai mon grand amour, j'ai tout lu. Et voilà. Et d'ailleurs, dernièrement, à Paris, j'étais sur sa tombe. Je ne peux pas m'en empêcher, c'est Colette, quoi. Donc, Ben moi, je vais te parler de quelqu'un d'autre. C'est Virginia Woolf. Alors, Virginia, pour pouvoir se mettre en état d'écriture, elle avait besoin, d'abord, de marcher, d'être dans la solitude et en même temps d'être en communion avec la force de la nature, avec les bruits, les odeurs, les saveurs. Alors, est-ce que tu as des sentiers qui te stimulent au niveau de ta créativité? Quels sont-ils, ces sentiers? On sent que tu ne me connais pas. Hein. Non, pas du tout. Et tu parles de Virginia Woolf, que je ne connais pas aussi bien que ça, mais je vais faire le parallèle avec deux autres femmes qui ont pris la plume, c'est deux Emily, Dickinson et Brontë, qui me parlent énormément, justement aussi parce qu'elles ne souhaitaient pas être publiées et qu'elles avaient un côté très sauvage. Enfin voilà, pour elles, n'avaient pas envie de s'exposer. Et c'était en effet des personnes qui aimaient beaucoup la marche, c'est le moment où on peut danser. Mais c'est ça, c'est les bruits. Non, ce sont les bruits de la nature. C'est absolument ça. Moi, je trouve que c'est très bien. Donc voilà. Donc oui, effectivement, je suis quelqu'un qui a un besoin essentiel de la nature. Et donc, c'est ça qui va me nourrir énormément. Et c'est vrai que la nature est omniprésente dans ce que je vais évoquer. Je ne peux pas faire autrement. Ouais. Alors, la solitude, parce qu'elle parle de solitude aussi, Virginia Woolf. C'est vrai que la solitude est nécessaire à la créativité. Oui. Mais il y a également le fait d'être solitaire. Alors, comment est-ce que toi, tu arrives à amalgamer, je dirais, tes moments de solitude, tes moments de partage, tes moments où tu es solitaire? Comment tu fais tout ça? La question. Je crois que je répondrai comme je suppose beaucoup de personnes qui écrivent, qu'on a besoin en effet de ces moments-là, de ces bulles-là. C'est pour ça que quand je fais de la scène, j'ai toujours besoin de retrouver cette bulle. Je pense que j'aurais pas pu être tout le temps dans l'exposition. Enfin, je ne peux pas l'être tout le temps. Je parlais de contradiction. Je ne vois pas de contradiction. C'est-à-dire que j'aime bien l'idée qu'on peut aimer la solitude, qu'on peut aimer être solitaire, et aimer les autres et être dans le partage et la rencontre. Et pour moi, les deux se rencontrent, justement, les deux se mélangent. Donc il y a des moments où je vais aimer partager, rencontrer, c'est très important pour moi, j'aime ça. Et puis voilà, des moments où je vais être dans cette solitude, mais je pense qu'il est propre à tout être humain, donc je n'ai rien de particulier là-dedans. Mais quand même, au niveau de la créativité, c'est vrai qu'on a quand même besoin, à mon avis, d'un espace, de se retrouver à l'intérieur de soi. Par moment. Enfin, bon, c'est mon avis. Eh bien, pourrais-tu me lire le poème numéro de la page 13?
Là, on va entrer dans quelque chose de quand même qui ne laisse pas indifférent. Vas-y. Et je dévore les lèvres des histoires interdites. Je transgresse les lois des vivants. Je lèche la plaie béante des nuits sacrilèges, la pierre aiguë du silence, l'écorce noire du désir. Je m'offre ouverte et primitive au feu du langage, sans compromis, violente, brutale, heureuse au premier coup de griffe, au sang jailli, à la salive du rêve, dans le sexe blanc des étoiles. Alors là, tes mots sont vrais. On est dans la nudité complète des sentiments. On est dans l'authenticité. Tu ne triches pas. Tu ne triches pas avec toi-même. Mais je le dis parce que c'est important quand même de ne pas tricher. Tu ne triches ni avec toi-même, ni avec les lecteurs, ni avec personne. Est-ce que cette authenticité, le fait d'être à nu, est-ce que c'est primordial finalement dans la genèse de ton écriture? C'est primordial dans la poésie, chez moi. Je ressens une différence, parce que j'écris de la prose aussi, même s'il y a toujours une part de soi, etc. Elle est là, mais dans la poésie, je suis incapable de tricher. Et donc, souvent, je dis, si vous voulez savoir qui je suis, lisez ma poésie. Et vous allez atteindre à quelque chose de profond et d'authentique. Je suis incapable de tricher, donc voilà. Dans la prose, je peux me mettre derrière un personnage, inventer des histoires, et ce ne sera pas spécialement moi. Jamais en poésie, jamais. Mais ça, c'est moi, c'est comme ça. Mais c'est ton entretien qu'on a avec toi. Oui. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais, et puis j'aimerais peut-être aller un peu plus loin dans ton écriture. Et là, je vais te demander de lire le poème qui se situe à la page 16 et 17. 16, 17. Oui, c'est un seul poème en fait. Ah oui, tu es sûr? Oui, oui. Oui, mais tu peux aller jusqu'au bout. Tu prends 16 et tu prends 17 en même temps. N'écris pas sans rien risquer. Écris comme on caresse une proie, avec une faim sauvage, voluptueuse. Des odeurs lourdes, de la sueur et des marées noires, des orgasmes de sainte. Écris l'éclat fulgurant de la lame en plein cœur, la saignée végétale, la houle d'essence, le plaisir organique, la délivrance par le feu, la fièvre. Écris comme on rompt les cordages, on brise les os, on écorche la peau, on fouille les entrailles, on fait gicler la moelle. Écris pour faire trembler la chair secrète des mots. Mais, ah oui, c'est un voyage. Mais je pense que les thèmes différents de ton recueil s'y retrouvent finalement. On retrouve le désir, la jouissance, l'amour, la douleur, la souffrance et la renaissance aussi. Alors pour moi, c'est un dépeçage de la passion. Tu creuses jusqu'à l'abîme finalement. Et c'est comme tu dis, c'est le sauvage, c'est le primitif. On est très loin, très très loin d'une poésie de salon. Tu es d'accord? Oui. Oui. Alors moi, je voudrais bien lire, et puis je te poserai la question après. Je vais faire une lecture, page 7. Voilà. Un baiser comme une déchirure. Le goût du sang au plus fort de la brûlure. On ne s'aime qu'avec le sang. Alors, c'est vrai, on ne s'aime qu'avec le sang, mais
est-ce qu'on écrit qu'avec ses tripes? Qu'est-ce que tu en penses? Ça rejoint quand même déjà ce que tu as dit. Mais c'est vrai que ça atteint et ça touche au plus intérieur, vraiment une intériorité. Je vais pas dire le on, je vais dire le je. Oui. Et moi, j'ai une écriture, effectivement, je viens de le dire dans le poème juste avant, j'ai besoin d'écrire jusqu'à l'os. Donc, c'est une sensation organique. Et dans ce recueil, c'était ça aussi, c'est comment est-ce que je peux aller jusqu'à toucher la plus petite cellule du vivant. Et en effet, pour moi, la poésie, elle exprime tout ce qui est de l'ordre du vivant, et donc, y compris ce qui peut être considéré comme dégoûtant, sale, puant. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de... Ça, c'est notre esprit à nous qui considère que ça, c'est bien, ça, c'est mal, ça, c'est beau, ça, c'est laid. Mais, comme je ne sais plus qui avait dit, est-ce que c'est des proches, je ne sais plus, enfin bref, nous sommes faits de merde, quoi. Et, enfin, je veux dire, non, mais c'est vrai, c'est vrai. il y a la pourriture fait partie de la vie, la mort, Oui, absolument. la puanteur aussi. Enfin, ce n'est pas... On n'est pas que dans... On n'est pas que dans le parfum de la rose, que je bonbon. trouve magnifique et incroyable, mais dans chaque petite chose, il y a tout et son contraire, et il y a... Voilà, il y a quelque chose qui peut blesser, qui peut heurter, et ça dépend de comment est-ce qu'on va le voir. Mais ça, c'est une question souvent aussi de valeur, et de point de vue, de notre société aussi, parce que peut-être ailleurs, ce sera vu autrement. Mais donc voilà, pour moi, la poésie ne met pas de limite, même dans les mots. En revanche, oui, là où je ne vais pas aller, c'est peut-être, je n'aime pas ce qui serait de l'ordre du vulgaire, mais ça, c'est autre chose. Donc j'estime qu'effectivement, il y a quand même une esthétique qui est là, un travail qui est fait. C'est pas juste... c'est vrai, c'est parfait, parce que ça c'est chouette, parce que tu me donnes exactement ce qu'il faut pour la question suivante. Parce que je sais que je suis sûre que tu as fait de la danse, et tu as fait tout un cursus complet en danse classique. Et la danse, c'est une discipline qui est très exigeante, qui demande le geste juste, qui demande de l'ancrage, et qui demande aussi le dépassement de la souffrance. Alors, est-ce que tous ces critères de danse, est-ce que tu les mets en pratique, et c'est en partie ce que tu viens de dire, mais tu les mets en pratique aussi dans la manière dont tu vas choisir tes mots, dans la manière dont tu vas écrire? Ancrage, justesse, et en même temps dépassement finalement de la souffrance. C'est très intéressant parce que je n'y avais pas pensé, et de faire un parallèle avec effectivement 10 ans de danse, en l'occurrence classique, qu'on n'a pas précisé. Et la danse classique, si, je l'ai précisé. C'est effectivement l'exigence. Il faut quand même savoir que la première fois que j'ai eu du sang dans mes chaussons pointe, j'étais en extase. Donc ça montre déjà une particularité chez moi assez bizarre. Mais voilà, je souffrais et j'étais tellement heureuse parce que j'avais l'impression qu'enfin j'accédais à la noblesse de cet art et qu'il fallait souffrir pour atteindre. Donc voilà, c'est la vérité. Ça montre quand même un côté chez moi, j'en ai conscience, un peu spécial. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'écris, j'ai l'impression que je me branche sur quelque chose, et la poésie, je ne vais jamais la provoquer réellement. Elle va s'imposer. Bien sûr que je peux aller la chercher, mais je n'essaye pas trop de le faire. Il y a des moments où elle s'impose vraiment. Même la nuit, même dans ma tête, elle va être là. Ça, c'est un premier jet. Après, il y a effectivement le travail qui va se mettre en place. Qui est justement la recherche. Cette recherche. Et pour moi, la poésie, elle est faite également de rythme et de sonorité. Et c'est là où je ne peux pas expliquer comment ça se passe, mais je sens si ça boite, si ce mot-là ne va pas. Si tu veux bien, on va y revenir. on va y revenir au rythme, je te rassure. On va y revenir, mais je vais continuer sur le thème de la danse. Je vais continuer sur le thème de la danse. Parce que ton deuxième prénom, c'est Elvira. Et c'était un prénom à l'honneur d'Elvira Madigan. Et Elvira Madigan, c'était une artiste qui était une danseuse funambuliste sur fil. Et je me demandais, quand tu écris, donc quand tu es sur le fil des mots, est-ce que quelque part, c'est pas une façon de te dévoiler, d'enlever tout ce qui est superflu, à la limite presque de t'envoler?
Oui. Et ça parle de déséquilibre et de recherche d'équilibre. De danser. Oui. J'ai toujours dit que j'étais quelqu'un qui dansait mes déséquilibres. Elle est en équilibre. Oui. Oui, c'est... Encore une femme, ceci dit, je tiens à le préciser, donc merci de m'avoir donné ce deuxième prénom. Qui termine mal sa vie. Qui termine mal, puisque voilà, ils vont se suicider tous les deux par amour, c'est un amour impossible, il l'a tué avec un revolver, elle court avec des papillons, et c'est très très beau, mais enfin ça se termine mal. Donc voilà, oui, l'envol. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que dès le moment où on écrit, on transcende. Enfin, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais en tout cas, moi, dès le moment où j'ai une immense souffrance, c'est vrai que c'est terrible parce que quand on a une grande douleur, ça nous fait créer des choses extraordinaires. C'est un peu embêtant quand même, donc je trouve que... voilà, non, mais c'est vrai que je m'en suis rendu compte, mais ça donne aussi ce pouvoir que l'on a lorsqu'on crée, que d'autres personnes qui peut-être ne créeraient pas vont rester engluées dans la souffrance. Donc le fait de se dire là, j'en peux plus, et puis on va écrire, ça va sortir de soi. Ben évidemment, il y a un apaisement qui vient. Et en plus, après, on se dit, si c'est pas trop mal, waouh, quand même. Finalement, ça a été pas, voilà, une petite revanche. C'est utile. Au moins, c'était utile. C'est utile. Mais voilà, mais je ne suis pas partisane du tout de l'idée du poète maudit qui s'écorche. Non, mais vraiment pas. Moi, j'ai envie d'être heureuse et j'aime la joie. Elle est en équilibre, hein. Elle est en équilibre. Hein. Elle n'a pas dit qu'elle basculait. Non. Elle est en équilibre. Hein. Ah ben, tu vas nous lire le poème de la page 54. Si tu veux bien. Et tu voudras bien. C'est vrai que je pourrais dire non de temps en temps. Oui, c'est vrai. Alors, je serai obligée de le lire. Ah oui. J'ai jeté mon manteau de cris, ma guêpière de larmes, mon désir fou, ma vigueur de pute imbécile. Fracture mutique dans la pierre de sang, mon corps s'effondre, disparaît. Pourtant, mon cœur bat toujours. Indiscutablement, une poésie charnelle, Oui. sensuelle, Mais évoquer la passion sans le charnel, c'est compliqué. puissante aussi. Mais eh bien, tu as parlé de poétesse. Je suis sûre que celle-là, tu l'aurais nommée, mais tu l'as oubliée. C'est Sylvia Plath. Si. Alors, pour continuer sur Sylvia Plath, elle s'est littéralement engluée morte. Alors que toi, j'ai l'impression, et j'aime bien terminer d'ailleurs là-dessus, parce que j'ai l'impression que ton écriture est une écriture qui est puissante, charnelle. Tout ça, c'est vrai, mais qui ouvre vers la vie. Il y a une pulsion qui est là, qui est vers la vie. Toujours. Oui. J'ai un cœur de phénix, en fait. Je ressuscite. Qui renaît de ses cendres. Mais je vous assure que quand je meurs, ça fait mal. Hein. Je précise quand même que c'est pas une partie de la jouissive, mais c'est vrai que j'ai tendance à ressusciter. Voilà, mais ça, c'est peut-être quelque chose qui fait partie de moi. C'est que je crois que je dois avoir ça depuis très longtemps. Un côté, voilà, on dit parfois excessif, hypersensible. Et donc, oui, j'ai l'impression que quand je meurs vraiment. Hein, je vais mourir d'amour. Je veux vraiment mourir d'amour, faut pas rigoler. Mais j'ai une pulsion de vie qui fait qu'après, je me dis, oui, mais quand même, c'est un peu idiot. Donc, il y a quand même encore tellement de choses à dire. Puis j'ai un rendez-vous, voilà. C'est bête quand même. Ce serait dommage. Et donc voilà. Mais, donc, il y a des macarons à la rose. Il y a des macarons à la rose qui m'attendent. Et ça, c'est vrai que c'est bien que tu évoques. Alors, je vous dis juste ça entre parenthèses. Les macarons à la rose de Marcolini, c'est une extase absolue. Mais je le préviens, ça, c'est un orgasme gustatif. Donc, mais on reste quand même toujours dans le charnel et le puissant. Hein. Mais bon, tu écris à la première personne. Ce qui veut dire que tu prends le risque d'avancer. Tu prends le risque d'avancer seul dans ton écriture. Et tu prends également le risque d'avancer seul dans la souffrance. Alors, est-ce que quelque part, le fait d'écrire en première personne, est-ce que c'est libératoire? Est-ce que ce serait peut-être une forme de catharsis par rapport à ce que tu écris? Je ne me suis pas posé la question, en fait. Eh ben voilà. Je pense qu'il y a des moments où c'est le jeu qui va s'imposer, parce qu'effectivement, c'est le jeu. Et pour beaucoup de poèmes, c'est un cri qui tambourine sur la porte murée de l'absent, donc du silence de l'autre.
Donc, je ne peux pas écrire en disant nous. Je suis toute seule, en effet, à hurler. Et ce recueil, c'est vraiment ça, c'est un cri. C'est un cri de douleur et c'est un cri de désir de renaître. Et en fait, c'est aller vers soi-même. Au final, c'est se retrouver soi-même. C'est pas retrouver l'autre. Ça n'a plus d'importance au bout d'un moment. Dans la trajectoire de ce recueil, c'est d'abord l'autre, et puis l'autre n'est jamais présent, donc il est fameusement absent. Mais c'est pour ça que quand on me parle de désir dans ce recueil, il faut quand même se dire aussi que ce n'est pas un désir, c'est pas une description de deux êtres qui font l'amour. C'est un désir exprimé, parfois en effet de façon très charnelle, mais c'est un désir contrarié, qui n'est pas rencontré, qui n'est pas concrétisé. Et donc, qui, à un moment donné, ce désir, sachant que ce désir, c'est donc décidera des étoiles, quelque chose... Oui. On dit souvent que le désir, si on le réalise, évidemment, il n'existe plus. D'où l'incandescence de ce désir aussi, puisqu'il ne se réalise jamais. Donc, il ne sait jamais s'apaiser et je pense qu'il n'y a rien de plus terrible aussi que de ne plus avoir de désir, quel qu'il soit. C'est ce qui nous maintient vivants. C'est cette pulsion de vie dont tu parles, c'est le désir. Sauf qu'ici, il va rencontrer, il va devoir traverser la douleur pour pouvoir revenir à l'essence de ce qu'il est, c'est-à-dire soi-même, enfin revenir à ça. Et ça rejoint en effet quelque chose pour moi qui est de l'ordre du spirituel aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est même plus l'autre. L'autre est peut-être un prétexte à. D'accord. Eh bien, peut-être que tu pourrais nous lire le poème de la page 56. Alors, ce poème, c'est très particulier, je tiens à le préciser, c'est justement un poème, je pense que ça arrive à tout le monde, d'écrire, je sais pas, moi ça m'est déjà arrivé d'écrire des choses qui, en apparence, dans mon rêve, sont sublimes, c'est le roman, et puis on se réveille, il n'y a plus rien, et on se dit, mais c'est pas possible, et comment ça se fait que quand je suis en train de rêver, c'est facile, ça s'écrit tout seul. Oui, c'est vrai. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis réveillée avec un poème. Et évidemment, j'étais là, je vais écrire, et le temps de vouloir écrire, il ne m'est resté que les 2 premiers vers. Donc les 2 premiers vers sont restés, et dans un état de demi-sommeil, je me suis mise à écrire. Et je suis incapable de savoir exactement pourquoi j'ai écrit ce poème. Mais il est né de quelque chose d'onirique et de complètement inconscient. Donc voilà, je voulais le préciser un tout petit peu pour mettre le contexte. Ma plaie de colombe est une fleur qui s'époumonne dans le sang des grands vertiges. Hachure de verbes noirs, le raid des soifs à l'inépuisé des jours verticaux, je marche long et j'oublie la fosse commune des anges exécutés. Ta faim, contre ma bouche déployée, a le goût de leurs ailes, l'âcre du feu qui mutine l'envol. Un chant monte de ma gorge comme sexe caillé d'épines. La douleur joue dans la paume du ciel et zèbre nos souffles en apnée. Ce n'est que du bleu. Dans la crique des gestes immobiles, une profondeur répétée. Mais j'ose enfin mourir. Je sais qu'à un moment donné, dans un de tes poèmes, je crois que c'est précédemment, tu as parlé de la chair secrète des mots. Moi, j'aime beaucoup cette image de chair secrète des mots. Et je me demandais, ça me faisait penser, moi, personnellement, à un diamant noir. Et ce diamant noir, je me demandais si ce n'était pas l'ombre de tes mots, mais une ombre qui ne va pas vers la mort, mais qui va au contraire qui refuse en tout cas la peur
de vivre. Est-ce que ça te parle, ce diamant noir? C'est dangereux, hein, cet entretien, quand même. Wouh! Fallait quand même que je te surprenne quelque part. Oui, là, vraiment, je ne m'attends pas du tout à ça, oui. La peur de vivre. Non, qui refuse la Qui peur refuse de la vivre. peur de vivre. Et je pense que dans ton recueil, partout, tu oses vivre. Tu vas vers la vie. Donc, même si, quelque part, cette vie implique des lâcher-prises, des souffrances, des douleurs, En tout cas, c'est un peu comme un si ce diamant n'est noir. pas... Enfin, voilà. En tout cas, je refuse la peur d'aimer. Mhm. Absolument. Oui, mais c'est très important Oui. parce que on a tendance à dire, voilà, je vais verrouiller mon cœur pour ne pas avoir mal. Ça ne se terminera pas comme ça. Pour moi, aimer, c'est une prise de risque. Et c'est comme ça. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, effectivement, Musset, mais je ne me rappelle plus de sa phrase. Mais en tout cas, voilà, en gros, c'est je me suis plantée, je me suis trompée, voilà, mais j'aurais aimé. Et au moment de mourir, je pourrais me dire, j'ai aimé. Ben, moi, je peux me dire la même chose. Hein. Donc, c'est bon. Hein. Donc, je peux mourir. Je sais que j'ai aimé. Moi. Mhm. Oui. C'est ce que je voulais t'entendre dire. Et que je continuerai d'aimer. Voilà. Alors moi, je suis repartie sur le champ lexical. Et voilà, je vais te le dire. Le champ lexical, j'ai trouvé feu, brûlure, souffle, lave, cendre, incandescence, déchirure. Ah, c'est le vent chaud Et du sans Sahara, hein, mais un vent chaud qui, pour moi, laisse quand même le sol fertile. Et je suis partie également sur tes images. Je vais en donner quelques-unes parce que je trouve que tes images sont, pour moi, elles sont fulgurantes. Vraiment, fulgurantes. J'en suis même très jalouse, mais enfin bon, ça c'est autre chose. La salive du rêve dans le sexe blanc des étoiles. Les mots qui ouvrent leurs cuisses. Une guêpière de larmes. Un sexe caillé d'épines. Alors, comment te viennent-elles? Ça, c'est vraiment une curiosité. Comment te viennent-elles, ces images? Est-ce que tu as une bouteille de whisky à côté de toi et que... Il fallait pas le dire. Et je le dis. Allez. Comme ça, brusquement, tu es en phase, ou bien quelque part, il y a un lien qui se fait avec quelque chose. Je suppose. La juxtaposition des mots qui font que ça éclate. Je ne sais rien. Franchement, je suis incapable de répondre à cette question. Je ne sais pas quel processus qui se fait quand on écrit. Pourquoi ces images... Parce qu'elles sont fulgurantes et quand même... Tu écris quand, en fait? Oui, c'est juste. Je suis née à 15h le 1er septembre. Et tu écris vers quelle heure? Je n'ai pas d'heure, mais j'aime quand même bien le soir ou la nuit. C'est quand même une heure que je suis nocturne quand même. Je suis un oiseau de... Enfin, voilà. J'aime beaucoup la nuit. Donc c'est à ce moment-là, c'est peut-être avec ton inconscient finalement, comme tu expliquais que tu avais des choses qui t'arrivaient en rêve. Ce qui peut m'arriver très souvent, ce qui peut beaucoup m'aider, j'ai quand même besoin d'un canal qui peut m'aider, c'est la musique. Dès le moment où je vais mettre certaines musiques, bien sûr, pas n'importe lesquelles, mais il y a des musiques qui ont accompagné pas mal de mes écritures. Mais tu peux nous en dire un peu plus sur tes musiques? Disons que si je devais, en tout cas, donner une musique de ce recueil, si ce recueil devait être une musique, ce serait le concerto numéro 2 de Rachmaninoff, sans hésiter. Voilà. Mais pour le reste... Qui est aussi une renaissance, hein, parce que Rachmaninoff avait traversé une phase de dépression très profonde, et il avait effectivement écrit ce concerto au moment où il reprenait vie, finalement. Oui. Il sortait de ce marasme. Et après une séance d'hypnose. C'est ça. Plus. mais voilà. Donc non, je ne sais pas. Je ne savais pas que tu faisais des séances d'hypnose. Non, je ne fais pas de séance d'hypnose, mais ça participe d'une connexion à quelque chose. Oui, voilà. Donc, oui, c'est pour ça que je me dis qu'on est juste un canal quand on écrit. On reçoit quelque chose. Et c'est pour ça que d'ailleurs, parfois, le canal est bouché, il n'y a rien qui vient. Hein, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas forcer la porte non plus. Non, je n'aime pas ça. Je serais capable de le faire. Il y a des ateliers d'écriture et tout. Mais il y a des moments où je ne peux pas tricher avec moi-même. Où on va dire que c'est joli, c'est beau, mais moi je sais bien que
je suis pas complètement là où je devais être. Et c'est pas de l'authenticité complète. Et voilà. Et de nouveau, l'écriture, c'est quoi aussi? C'est beaucoup éliminer. Ça, ce qu'il reste, il y a la moitié qui a été que j'ai pas voulu montrer aussi, parce que pour diverses raisons. Donc c'est vraiment, je pense qu'il y a des moments où on va écrire un poème. Ça m'est arrivé d'ailleurs. J'aime beaucoup laisser reposer parfois pendant 1 an. Et puis je reviens. Et là, je me sens plus objective. Et voilà, ça m'est déjà arrivé de voir un poème qui est long. Et puis je garde 2 phrases, 2 vers. Parce que tout le reste, bof, pouf, poubelle. Non, mais sincèrement, on s'est creusé jusqu'à l'abîme dans les mots, finalement. Quand tu dis en tout cas, ne jamais avoir peur de jusqu'au jeter. bout. Essayer d'aller au plus juste et enlever. Et c'est vrai que il y a parfois quelque chose de très surprenant, c'est que il y a parfois des mots qui s'imposent. J'arrivais d'avancer et puis je me dis, mais je l'avais déjà utilisé, tiens. Et donc, comme si ce mot, cet adjectif, je ne sais pas, devait être là. Et je vais plus loin, il m'est déjà arrivé aussi d'utiliser des mots, et après je me dis, attends, je vais quand même aller vérifier précisément la définition de ce mot, parce que je le ressens, mais je ne sais plus. Et c'est exactement le sens qui devait être. Donc c'est comme s'il y a quelque chose de plus vaste et de plus grand, je ne sais pas, auquel on a accès, et on se connecte. Et c'est une musique aussi, parce que pour moi la poésie, c'est une musique. Je fonctionne beaucoup avec les images, mais aussi beaucoup avec les sonorités. Ah, mais ça, c'est magnifique, parce que c'est fantastique quand même, la connexion. La connexion, parce que c'est exactement, oui, mais c'est exactement la question à laquelle j'arrivais, parce que je sais que tu as fait du piano longtemps, et je trouve que le rythme est important. Et ton écriture pulse, et elle pulse au rythme du cœur, et elle pulse, je dirais presque jusqu'au vertige. Et les sonorités que tu emploies décuplent à la limite l'émotion. Et je me demandais, et je vais te poser la question, et je suis sûre que tu vas y répondre positivement, mais est-ce que la connaissance de la musique, la connaissance du piano t'a aidé dans ton écriture? Est-ce que quand tu écris, est-ce que tu lis oralement finalement tes poèmes? Est-ce que tu les dis oralement pour entendre, pour les entendre dans la pièce, et les entendre également à l'intérieur de toi-même? Je les entends à l'intérieur de moi-même, et après, de les lire à haute voix, c'est le passage suivant. Mais c'est quelque chose chez moi de très instinctif, et c'est fort possible qu'en effet, le fait d'avoir été depuis toute petite dans la musique, oui, enfin je sais pas expliquer, je sens très fort les sonorités, les rythmes, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Et dans mon écriture, ça fonctionne vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je vais me dire, je sens qu'il y a un truc qui va pas, le rythme ne va pas. Ça boite. Ou le mot, parfois ça arrive, on est tous passés par là, on se dit pas ce mot-là, on cherche un synonyme, et c'est pas possible. Les synonymes sont juste, ça fonctionne pas. Donc voilà, donc on enlève. Mais oui, pour moi, la poésie est une histoire de musique. C'est pour ça que de pouvoir le dire en public, ça rejoint cette musicalité. Et donc, les sonorités, oui, elles s'imposent par moments. Salaison des langues, suppliciées, salive, etc., ce sont des choses qui vont venir automatiquement dans ma tête. Ça va se mettre parce que je sens que je vais aller vers cette sensation. En fait, voilà, ça participe des sens, et donc de toutes les sensations possibles. Et quand j'écris, je pense que c'est ça qui se passe, c'est que j'ai une écriture, je dirais, sensitive. Et chez moi, il y a un sens qui est très développé, et peut-être qu'on ne le perçoit pas, mais c'est l'odorat. Je fonctionne beaucoup. En fait, je crois que je suis moins visuelle, je suis plus au niveau odorat et au niveau des sons et du toucher. Voilà. Mais c'est pas le visuel qui va m'interpeller tout de suite. Donc, je suppose que le fait que tu ne mettes aucune ponctuation part du même principe que tu... Au fond, finalement, est-ce que le fait de ne pas mettre de ponctuation, est-ce que c'est toi qui veux un certain rythme, ou bien tu laisses finalement le lecteur mettre sa ponctuation ou sa respiration là où il la sent, justement? Oui, c'est un petit peu ça. C'est ça. Je n'ai pas envie de mettre de ponctuation en poésie. Je le faisais avant, et puis j'ai arrêté. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça donne une autre respiration, et qu'en effet, j'aime bien l'idée que la personne qui va lire va y mettre ce qu'elle aura besoin d'y mettre, que je n'impose pas non plus trop de choses, même dans l'interprétation.
Oui. Donc, De même, quand on voit un poème, il y a une verticalité dans le poème. Et à côté du poème, il y a toute une page blanche. Et je me demandais aussi si tout ce blanc qui était à côté de cette écriture n'était pas quelque part tout ce qui n'est pas dit, mais qui existe. Et là, il y a un blanc. oui, je ne dirais plus rien, justement. Mais Que répondre parce que c'est par vrai que l'expérience. ça m'a interpellée, parce qu'en fait, c'est vrai que le poème n'emploie Oui. qu'une certaine partie de Mhm. la page, laissant des blancs. Il y a beaucoup de blancs, en fin de compte. Et on joue souvent avec les blancs. Alors, oui. ces blancs, c'est pas inutile quand même, c'est pas pour rien qu'il y a des blancs. Il y a quand même quelque chose qui se passe dans le blanc. Enfin, c'est une pensée philosophique qui me vient comme ça. L'importance du silence. Voilà. Pouvoir, Oui. oui. Et puis j'en reviens à ce jeu, parce que c'est un jeu individuel, mais bon, finalement, je suis persuadée que c'est un jeu qui dépasse l'individualité. Je crois que c'est un jeu qui rejoint l'universalité, parce que tout compte fait, nous sommes tous faits, tous, en tant qu'individus, nous sommes tous faits de chair, nous sommes tous faits de sang, donc nous ressentons la même chose que ce que tu décris. Et là, j'ai peut-être une citation que je voudrais te donner, qui est une citation d'Alain Roussel. Je ne sais pas si quelqu'un... C'est un poète. Et il dit « L'homme qui marche pieds nus dans sa pensée a l'univers entier pour sandales. » C'est Je trouve que c'est beau. C'est très beau. C'est très beau. Et puis j'ai une question, et c'est une question que je te pose à toi, mais que je pourrais vous poser à tous, et je pourrais me la poser à moi-même également, c'est est-ce que nos blessures nous rendent quelque part souverains? C'est-à-dire, est-ce qu'elles ne nous portent pas à ce point culminant de nous-mêmes? C'est ça être souverain, c'est atteindre un niveau où on culmine finalement, et on culminerait par rapport à ses blessures. C'est une question ouverte, vous pouvez y répondre également. Et toi aussi, si tu veux, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que ce qui est important, c'est ce que l'on fait de nos Oui, blessures. bien sûr. Et que bien sûr, il n'y a rien de plus beau que des cicatrices, puisque nous en avons tous. Et puis c'est comique que tu dises ça, parce que ce matin, j'écoutais la magnifique chanson, je crois que c'est la chanson de Léo Ferré que je préfère, qui s'appelle « Cette blessure ». D'où je viens, cette blessure dont je meurs, voilà, qui évoque bien sûr le sexe féminin, mais cette blessure aussi. Originelle, voilà, c'est La ça. naissance. Nous sommes tous issus d'une blessure originelle, et en naissant, quelque part, oui, il y a une blessure qui est là. J'ai souvent envie de dire que c'est ce qui nous rend le plus humains. C'est nos blessures, c'est nos vulnérabilités, nos fragilités, parce qu'à ce moment-là, le masque tombe. On ne sait pas tricher. Et dans la douleur, on sait difficilement tricher. Et il n'y a rien de plus beau qu'un être humain qui se dépose dans cette vulnérabilité, parce qu'on la rencontre tous, on la reconnaît tous. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'on fait de cela? De cela peut naître quelque chose, c'est comme cette fameuse plante aussi les nénuphars, c'est ça le lotus. Qui prend c'est le lotus qui prend sa source dans la boue et qui donne et voilà. C'est le lotus. Donc se dire que oui, c'est ça, c'est toujours faire naître quelque chose, et que la vie est toujours plus forte. Oui. Donc oui. Bon, on arrive tout doucement à la fin de notre conversation, et là j'aimerais peut-être te donner, et puis vous donner par la même occasion aussi, mon ressenti par rapport au recueil. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir affaire à un chant sacré. Je dirais le chant sacré des amoureuses païennes et mystiques. Au fond, une Sainte Thérèse d'Avila qui serait profane. Et si je devais peut-être passer par la sculpture, eh bien, je verrais La suppliante de Camille Claudel. Je trouve que
Ça, c'est ça que j'ai retiré de la lecture et je me suis profondément penchée dans ton recueil. Et pour terminer, j'aimerais... Je peux répondre à... Oui, tout à fait. Parce que c'est très important ce qui est dit là. C'est qu'il y a réellement quelque chose qui participe du sacré. Oui. Et je tiens vraiment à le préciser. J'ai toujours été éblouie par des récits de saintes qui ont écrit des textes extrêmement érotiques, pourrait-on dire, alors qu'elles étaient des saintes. Il y a ce qu'on appelle l'extase des saintes, mais il y a aussi eu des personnalités, et je pense à notamment Edelweiss d'Anvers. Il faut lire le livre de Jacqueline Kellen, qui était une poétesse mystique du XIIIe siècle, et qui a consacré quelque part ses écrits à l'amour et à toute la douleur qui en résulte, et puis aussi le fameux livre de Guy Goffet qui... Alors, on ne sait pas si elle a existé, Mariana la Portugaise, qui aurait été amoureuse d'un homme là, enfin un capitaine, je sais pas quoi, qui a fait son affaire et puis qui s'est cassé. Et donc elle est dans quelque chose qui va, et c'est là où ça rejoint, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'expression de cet amour, de ce désir qui atteint au sacré. Parce que effectivement il n'est pas résolu et parce qu'il n'y a pas quelqu'un en face, on n'est plus dans simplement un simple désir physique immédiat, sans mettre de jugement là-dessus, mais ça le dépasse et ça va tellement loin que c'est effectivement ça traverse toute l'âme, ça l'écorche. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, l'objet même de ce désir, quand on le regarde bien chez ces femmes, chez ces saintes, ou chez des grandes amoureuses, Camille Claudel était quand même souvent médiocre et petit. Et donc c'est ça qui était assez vertigineux de voir que souvent les hommes en question, voilà, sans les blâmer, mais enfin étaient un peu plus bas quand même dans leur capacité d'aimer. Et on avait des femmes, mais je suppose que ça se passe également du côté masculin, bien sûr. Mais là, il y avait des femmes qui étaient traversées par un amour absolu et un désir qui finalement atteignait à quelque chose, à une dimension spirituelle, une dimension sacrée, mais qui passe à travers le corps. Mais le corps est sacré. Oui, bien sûr. C'est quelque chose de beau, le corps. Il n'y a rien de... Bien sûr. Donc voilà, donc cette dimension que tu évoques, elle est très importante pour moi, parce que oui, c'est ça, cette traversée, elle n'est pas seulement charnelle, elle est également, en effet, spirituelle et sacrée. Oui. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous lire le poème qui ouvre en fait ton recueil? Et moi, j'ai préféré le mettre en fin parce que j'avais l'impression d'avoir affaire à un envoi. Alors, peut-être que tu pourrais le lire et ça va nous ramener par rapport au masculin. Le poème que j'ai mis aujourd'hui. Alors, ce poème, effectivement, c'est celui qui a donné le titre. Voilà. Et qui n'est pas toujours compris, et je n'ai pas spécialement envie de l'expliquer. Mais j'aimerais être un homme pour boire une femme jusqu'à la déchirure, l'ensoleiller de mon désir fou, la déterrer de ses pudeurs insolentes, vendanger le sauvage de ses chairs écloses, et me noyer dans son incandescence silencieuse. J'aimerais être un homme pour aimer une femme à la mesure de son infini. Oui. Et en cadeau, un autre poète, c'est un jeune poète, c'est Tom Buron. Je ne sais pas si quelqu'un connaît Tom Buron. Alors voilà, moi je te donne ce que lui a dit. Sublime ceux qui se crucifient d'avoir survécu aux funérailles d'un amour. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, est-ce que peut-être que je n'ai pas abordé certains points et que tu voudrais peut-être en réaborder? Ou peut-être aussi quelqu'un a une question? Quel a été le processus de sélection de cette... D'abord, je vais te répondre que... Je te tutoie, excuse-moi. Mais
que ça a été une telle émotion quand j'ai dû me replonger dans ces textes et les sélectionner et les choisir et les envoyer. J'ai eu l'impression je les avais un peu oubliés ces textes, j'ai eu l'impression de boire de l'alcool fort et que ça me traversait. Et j'ai failli aller vomir dans les toilettes tellement c'était trop fort presque. Et tellement douloureux de revenir à ça. Mais ça n'a pas été simple parce qu'il fallait en effet trouver voilà, un fil conducteur et c'est un voyage donc de comment, vers quoi je vais. Les poèmes ne sont pas dans leur chronologie d'écriture, donc il y en a certains qui ont, voilà, c'est un peu mélangé. Ça a été écrit sur plusieurs années aussi, donc mon écriture elle avait changé aussi beaucoup. Mais oui, c'était un travail, ça m'a fait transpirer. Donc voilà, de choisir et puis d'éliminer ce qui pour moi devait rester secret et personnel. Alors, je vais me faire un cadeau. Je vais partager ce cadeau avec vous et je vais essayer de te surprendre parce que je vais lire un de tes textes, mais qui ne se trouve pas dans ton recueil Incandescence. Peut-être que tu vas le reconnaître. Elle pleure dans l'odeur de la pluie. Alors son visage goûte à la terre des grandes paix. Une respiration qui ressemble au sommeil de l'enfance. La vie qui bruisse, doux, malgré les tremblements, les peurs et les grands vides. Elle écoute avec ses doigts qui caressent et le vent se fait messager. Tu peux encore danser, les herbes à tes pieds mélangées, l'éternité dans un éclat de rire et dans cet éclat, l'amour, le silence de l'amour, l'évidence tranquille d'être pour toujours aimé et la joie consentie d'aimer, puisqu'il n'y a que cela, n'est-ce pas? Merci. Ça, c'est un poème qui fera partie du prochain recueil. Donc voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Non, je n'ai pas encore de titre, mais ça parlera d'amour, mais de façon beaucoup plus lumineuse. Voilà. Eh bien, je te remercie. Mais merci à Et toi. ta très grande humilité. Et pour vous remercier de votre participation à ces masques et la plume, chère Tatiana Guerkens, cette rose qui ne devrait être pour vous qu'une pierre de Ronsard.